Merci, je suis excité de cette occasion parce que moi je réfléchissais, je suis venu pour la première fois ici à Paris dans le 94, on le disait tout à l'heure, avec Yves Ernest, que je remercie. Et je suis venu dans le 94 du siècle dernier, ici, à Paris, faire mes études doctorales. J'ai fait une partie de mon doctorat ici avec Serge Latouche. Et donc, pour moi, c'est comme dans la dynamique du don, c'est la possibilité de rendre ce que j'ai reçu dans cette étape très importante dans ma formation. Et donc, vous allez me pardonner si, pour mon français très rouillé, je vais faire au mieux. Et donc oui, Serge Latouche a été mon maître, donc je suis passé pour la décroissance par hasard, on peut dire, parce que en suivant mon maître dans ses évolutions, quand je suis venu ici, on ne parlait pas de décroissance, mais d'occidentalisation du monde, c'était ça qui m'avait attiré. Et donc j'ai toujours eu des problèmes avec la décroissance, des doutes sur la décroissance. À partir du projet de décroissance, à partir du mot décroissance, qui certainement ne séduit pas, il reste trappé dans le cadre économiste, on peut dire, économiciste, parce qu'il fait référence quand même à la sphère de la production, et donc si on veut se libérer de l'imaginaire économiste, et ce n'est pas un bon mot de passer par une référence à la croissance économique. Et encore parce que c'est un projet qui évoque une simple négation de ce qui est, du présent, du régime présent. Mais d'autre part, si on voit l'aile, on peut dire, le côté critique de la décroissance, donc la référence au régime de croissance, je trouve que c'est un mot très pertinent, très adéquat, parce que je pense qu'à travers de la croissance, on a une clé d'accès privilégiée à la logique profonde, à la nature profonde de la société occidentale moderne. C'est-à-dire qu'on peut comprendre vraiment la logique de la société moderne si on part par de ce point, cette obsession de la croissance, qui est en même temps la principale source d'une série de dérives écologiques, mais surtout, à mon avis, sociales, politiques, je dirais anthropologiques, qui exige un redressement buté et rapide, de nature normative plutôt que simplement politique. Mais il faut comprendre bien le sens de cette centralité, de la centralité de la croissance dans le régime moderne. Je pense qu'il faut distinguer le pur mouvement de la croissance du régime de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance, à mon avis, c'est un symptôme, mais ce n'est pas la maladie. C'est le doigt qui pointe la lune, mais ce n'est pas la lune. Ce n'est pas la lune. Et on peut dire que le régime dont surgit cette tension inépuisable vers la croissance ne se confond pas avec cette dernière, avec la croissance même, et ne tient pas au complet en elle. Si nous nous dressons contre la croissance en soi, le mouvement de croissance, il n'est pas dit que nous arriverons à triompher du syndrome dont est le symptôme. Il est possible, pour ainsi dire, qu'on arrive à se débarrasser
de la croissance, sans pour autant échapper au régime de croissance. Hein. Et souvent, la critique de la croissance ne remet d'aucune façon en question, en cause, les fondements du régime socio-institutionnel dont elle est l'expression. Alors, oui, on peut dire, et alors quoi, hein? L'important, c'est d'arrêter le mouvement de croissance pour sauver la planète. Alors, c'est justement là le point. Quel est l'objectif, quelle est la finalité? On aspire simplement à sauver la planète ou à requalifier la vie. Hein? On veut simplement éviter la mort ou vivre dans un monde qu'on aime à mourir. Je prends cette expression de Georges Bataille, qui est ma référence privilégiée. Hein? Un monde qu'on aime à en mourir. Hein? Et alors, la question fondamentale, à mon avis, c'est cela, jusqu'où le modèle de vie engendré par le régime de croissance est-il désirable? Donc, je ne me réfère pas simplement au fait qu'il y a des effets catastrophiques, hein, par rapport à la vie en soi, hein, à la vie elle-même. Hein. Mais la question fondamentale, pour moi, c'est ce régime de croissance dans son fonctionnement ordinaire, est-il désirable? Hein? Sommes-nous en mesure de lui opposer une vision d'avenir plus séduisante? Et donc c'est là mon point de départ. Hein? Ce n'est pas simplement sauver la planète. Hein? Simplement, on fait pour dire. Alors, d'abord, il faut se demander qu'est-ce que c'est que la croissance? Hein? C'est quoi la croissance? Pourquoi est-elle centrale dans la société moderne? Pourquoi se transforme-t-elle en logique destructrice dont il serait bon de s'affranchir? Hein? Ce n'est pas une question banale. Hein? Pour les libéraux, comme on le sait, la croissance, c'est une espèce de pulsion naturelle. C'est quelque chose qui appartient à la nature profonde de l'être humain. Et la modernité a simplement permis, hein, d'exprimer, de dévoiler, on peut dire, cette pulsion naturelle. Donc c'est un fait de nature. Mais, cela se frappe contre l'évidence historique. Ce sont les sociologues qui ont souligné le fait que, contre les économistes, on peut dire, à la naissance de la sociologie, ils ont critiqué le fait que la croissance c'est une pulsion naturelle. Max Weber en particulier, plus de Marx, je pense. Parce qu'il nous dit que la croissance est sans doute l'un des traits distinctifs du capitalisme occidental moderne. Et donc, on a des points de repère très marqués, occidental et moderne. Et c'est inédit, c'est inédit dans l'histoire. Hein? On n'a jamais vu dans l'histoire cette tendance à l'expansion continue de la base productive de l'entreprise capitaliste. Hein? Et une spécificité du capitalisme occidental moderne. Vous savez que la réponse qui donne Max Weber, c'est que ce motif essentiel de l'entreprise capitalisme, c'est l'augmentation du profit, hein, à tout prix. Hein? Ce n'est pas le fait d'une nature, hein, un fait de nature, mais elles reviennent à d'une marque, on peut dire, culturelle, religieuse. C'est la doctrine calviniste de la prédestination. Je ne vais pas y aller au fond de ça. Et nous intéresse simplement qu'il souligne le fait que c'est par la doctrine calviniste de la prédestination que se met qui croit, hein, cette pulsion vers la croissance. Hein.
Mais il faut dire que les partisans de la décroissance, dans la grande majorité, voient la croissance comme une valeur qui sort d'un imaginaire social. Comme le dit Serge Latouche, il faut décoloniser l'imaginaire pour supérer la société de croissance et aller vers la décroissance. Et donc la lutte se déplace complètement sur le terrain idéologique, culturel. Comme le dit Samuel Alexander, qui c'est le prophète de la simplicité volontaire, la possibilité de réaliser, je cite, une économie de la décroissance ou de s'arrêter à un stade stationnaire dépendra de l'instauration d'une culture post-consommation fondée sur l'autolimitation. Donc, c'est un combat qui devient pour moi culturel, en langage marxiste, je peux dire superstructurel. Nous disons que c'est là une façon de se rassurer, je pense, dans la mesure où, comme je vais essayer de dire, le capitalisme techno-nihiliste, comme on est appelé par Mauro Magatti, est complètement indifférent aux valeurs. On ne peut pas le contraster, le contrer avec proposant des autres valeurs. Parce que ce type de capitalisme est complètement indifférent aux valeurs, stimule la production de nouveaux valeurs. Mon hypothèse est que, de quelque manière, les décroissantistes déplacent la lutte sur le plan des valeurs parce qu'ils partagent profondément la forme de régulation moderne et ils n'arrivent pas à concevoir une autre forme de régulation. Et c'est là le point, à mon avis. Je pense que la croissance n'est pas une pulsion naturelle, n'est pas une valeur, mais il dérive, il est le résultat, on peut dire, l'output, d'une structure institutionnelle, d'une structure de régulation des rapports entre hommes, entre individus et société, et entre société et nature. Je sais que ces séparations, individus, société et nature, sont des séparations fictives, je le sais très bien, mais quand même, il y a des formes de régulation qui mettent en relation le sujet avec le collectif avec la nature. Et au fond, je pense que la croissance, c'est le résultat de ce que les sociologues appellent le procès d'individualisation. C'est le résultat de la forme de régulation basée sur l'individualisation. Et donc, je pense que, on revient sur ça, je pense que, même animé par les meilleures intentions, je peux dire, même armé de tous les outils, les valeurs, les idées, les connaissances, la conscience et tout ça, pour terrasser l'entreprise de la croissance à outrance, toute tentative d'échapper au régime de la croissance qui ignore ou néglige la structure individualiste de la société moderne est vouée à l'échec. Pourquoi ça? Pourquoi je dis que l'individualisation est la source ultime ou prime première de la croissance? Eh bien, je fais une sorte de raisonnement dans mon livre, mais quand même, je pense que c'est central, une citation que j'aime beaucoup de Georges Bataille, on va revenir sur ça, et il dit, dans la part maudite, en principe, je cite, l'existence particulière risque toujours de manquer de ressources et de succomber. L'existence particulière. À cela s'oppose l'existence générale dont les ressources sont annexées et pour laquelle la mort est un non-sens. Pour l'existence générale, la mort est un non-sens. L'existence générale, c'est quoi? C'est l'existence de l'univers, de la planète. L'idée de mort n'a aucun sens, parce qu'on voit simplement une transformation continue.
celui qui se pose la question de la mort, c'est le particulier. Hein? Celui qui vit et qui a conscience de sa propre particularité. L'existence particulière risque toujours de manquer de ressources. À partir du point de vue particulier, je cite encore, les problèmes sont en premier lieu posés par l'insuffisance des ressources. Ils sont en premier lieu posés par leur excès si l'on part du point de vue général. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet individualisé est traqué nécessairement par la précarité de son existence et obsédé pour cela même par le problème de la survie. Ça devient le problème central pour lui. Une fois isolé, imaginairement isolé, dans la forme de régulation moderne, il adopte une attitude essentiellement servile. Le terme servile se réfère à l'activité nécessaire pour la reproduction biologique, la reproduction en vie. C'est le sens du terme servile pour Georges Bataille. Essentiellement servile, il regresse à un stade animal, on peut dire, là où l'acquisition de ressources est vitale. Donc l'obsession matérialiste est une sorte d'effet d'optique, on peut dire, qui résulte de la condition d'individualisation qui met le sujet dans un état permanent d'urgence pour la vie. Et en face de cet état d'urgence est complètement indifférent la quantité de biens dont le sujet s'entoure. Est totalement indifférent. On peut avoir maintes de biens, une multiplicité, une grande quantité de biens, mais l'obsession pour la croissance, pour la survie, ne s'apaise pas. Et il est indifférent aussi les valeurs du sujet, les règles de vie du sujet, dans cette condition. Et comme vous le savez, le procès d'individualisation a été étudié par beaucoup de gens. Je fais référence en particulier à des auteurs que j'aime beaucoup, qui sont Norbert Elias, d'une part, qui a parlé de l'émergence de la société des individus, dans le texte Le procès de civilisation. Et il voit comme les changements structurels de la société, c'est-à-dire le fait que les petites communautés médiévales éclatent et les sujets vont coopérer dans des espaces beaucoup plus larges. Ils forment des chaînes d'action très longues dans lesquelles ils doivent intervenir de manière précise. Et pour intervenir de manière précise avec leur action, ils doivent s'individualiser. Ils doivent prendre conscience d'être des individus. Donc, de ce changement structurel résulte un changement de la psychique, on peut dire, de l'imaginaire individuel. Le sujet se perçoit comme quelque chose de séparé par rapport à la collectivité. Il intervient après, et pas avant. Et donc, et cela change énormément la condition dans laquelle le sujet vivait dans les communautés médiévales, et même avant, c'est-à-dire dans un rapport d'osmose, on peut dire. Un rapport d'osmose dans lequel il n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire de se mobiliser individuellement. On est complètement pris dans le collectif. Et de manière très différente, ce processus est décrit par David Riesman, qui est un sociologue américain, qui, dans La foule solitaire, c'est un livre de 1950, il décrit l'émergence de l'individu inner directed, c'est-à-dire l'individu autodirigé, qui se dirige, qui se guide par soi-même.
Et il lie l'émergence de l'individu autodirigé à un grand changement démographique, hein, qui s'est passé au XVIe siècle à peu près dans toute l'Europe. Donc on a vu une croissance extraordinaire de la population, et par rapport à cette croissance, les manières traditionnelles de se procurer les aliments, hein, deviennent ineffectives, et donc le sujet doit se libérer de la communauté s'il veut sauver sa vie, hein. Donc s'il reste attaché aux traditions de la collectivité, il va mourir, parce que cette communauté n'est pas en mesure de gérer la nouvelle taille, hein, de la population. Et donc, il faut le sujet doit s'autonomiser et doit chercher lui-même, soi-même, des formes pour assurer à soi-même la survivance, hein. Et donc, il épouse, on peut dire, il va marier une sorte de mentalité de pénurie. Comme vous le savez, Marshall Salins, anthropologue américain, disait cette chose paradoxale. C'est dans la société moderne qu'on développe une mentalité de pénurie, au contraire que dans la société archaïque, dans les communautés archaïques, il y avait une mentalité d'abondance, hein. Même si on compare objectivement les deux sociétés, on voit des sociétés beaucoup plus riches dans la modernité et des sociétés que nous définissons pauvres, extrêmement pauvres dans les temps primitifs. Et il lui dit, et Marshall Salins dit, là il y avait une mentalité d'abondance. Ici on a une mentalité de pénurie. Les deux lectures sont très différentes, mais quand même le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on voit l'émergence d'une nouvelle subjectivité qui est l'individu, ce que nous appelons l'individu, qui est une création moderne. On parle de l'individu pour la société moderne. La notion d'individu n'existait pas avant la modernité. Alors, dans cette nouvelle condition, il se forme aussi un autre type de rapport entre l'homme et la nature, on peut dire, et qui explique aussi la tendance vers la croissance. De cela nous parle par exemple Jean Baudrillard dans la critique de l'économie politique du cygne, qui c'est une œuvre très importante à mon avis, mais qui n'est pas si réputée. Et là où il explique la formation de ce lien direct entre sujet et objet. Une fois que le sujet est abstrait par rapport à sa communauté, aussi, de la même manière, l'objet est abstrait du complexe de signification qui donnait à l'objet son valeur, sa signification. Il y avait une grammaire communautaire qui donnait la signification au single objet, à l'objet seul. Et donc, on a deux entités, le sujet et l'objet, qui doivent former un autre type de relation. Et là, donc, Bata nous dit qu'il faut retrouver une valeur pure, objective, on peut dire, qui dépasse toute charge symbolique. Ce n'est pas la symbolique communautaire, qui donne signification au sujet et qui donne signification à l'objet. Le sujet est maintenant libéré de tout cadre symbolique, et donc il doit retrouver une autre forme de relation avec le monde autour de lui. Et là, donc, il doit trouver une autre référence pour donner signification au monde extérieur. Et cette nouvelle référence ne peut que devenir le besoin.
là on a la genèse, il appelle la genèse idéologique des besoins, qui réduit l'individu à un sujet de besoin. Le besoin, maintenant, est considéré comme une donnée physiologique innée, antérieure et au-delà de toute détermination sociale et symbolique. Et donc, le besoin devient le nécessaire trait d'union entre le sujet et l'objet. Grâce à lui, il est possible d'attribuer à l'objet une fonction objective et par conséquent de lui reconnaître une valeur substantielle sous son masque symbolique. Je cite Baudrillard, dans cette perspective, les objets sont d'abord fonction des besoins et prennent leur sens dans la relation économique de l'homme à l'environnement. Et donc, la valeur d'usage devient le principe de réalité de l'objet. L'objet existe, est réel dans la mesure où il a une valeur d'usage. Et vous voyez que ce point n'est pas contesté par Marx, comme vous le savez. Toute la partie pour Marx, c'est de passer de valeurs d'échange, typique du capitalisme, aux valeurs d'usage. Mais nous restons avec les valeurs d'usage dans la société individualiste, dans la société moderne. On ne se perd pas. Et donc, Jean Baudrillard nous aide à voir que même dans la valeur d'usage, il y a quelques problèmes. Parce que c'est par là qu'il passe la prééminence de la croissance économique. Si on ne s'attache pas à la valeur d'usage, on ne comprend pas l'effet de tension vers la croissance économique. Je cite encore Baudrillard: l'individu dégagé de toute obligation collective d'ordre magique ou religieux, libéré de ses liens archaïques, symboliques ou personnels, enfin privé et autonome, se définit par une activité objective de transformation de la nature, le travail, et par la destruction d'utilité à son profit. Besoin, satisfaction, valeur d'usage. Je dirais mieux, parce que si cette référence au besoin, c'est un peu déterministe, on peut dire, alors là, je pense qu'on comprend mieux la tendance à la croissance si on fait référence à la définition que Mauro Magatti, sociologue contemporain italien, ce sociologue qui dit que la modernité correspond à la liberté dans la recherche de la vérité. Donc, le régime de la modernité, c'est le régime dans lequel chaque citoyen, chaque individu, est mis dans les conditions de rechercher soi-même la vérité. Alors moi, je vais paraphraser cette définition en disant que, plutôt, la modernité, c'est la liberté dans la recherche de la valeur. Donc, en se passant du fait que le besoin existe, je ne sais pas si le besoin est vraiment une référence, mais quand même, dans une condition d'individualisation, ce qui se passe, c'est que l'individu se met à la recherche de la valeur, de manière obsessive. Et c'est quoi la valeur? Je le dis avec Georg Simmel, nous désignons, je cite, dans la philosophie de la monnaie, de l'argent, nous désignons comme valeur dans les choses ce qui suscite notre intérêt pour elles. Ce processus interne, absolument indéfinissable, puisqu'absolument élémentaire, sans lequel il n'y aurait pas de rapport pratique avec les choses du monde. Au-dessus du monde de l'être se trouve le monde des valeurs, qui ne vivent en fait que dans nos intérêts et dans nos sentiments.
Donc là, c'est une définition plus appropriée, à mon avis, parce que plutôt que la référence aux besoins, Simmel nous dit qu'il y a quelque chose qui nous lie à les choses, hein, autour de nous. Et c'est quelque chose, c'est une sorte de mouvement d'esprit d'attraction, hein, qui émane, hein, le monde autour de nous. Et donc, sans ce pouvoir d'attraction, l'homme s'arrête, l'être humain s'arrête. Hein. Et donc cela, à mon avis, explique encore une fois l'attention vers la croissance infinie, l'idée qu'on est libre d'aller vers, chacun de nous est libre d'aller enfin vers les sources de la valeur, les objets matériels et immatériels, les relations, les entités, hein, en général, qui deviennent des sources de valeur. Et donc, l'être humain est poussé à d'aller sans limite envers les sources de la valeur. C'est là le sens profond de la modernité qui nous pousse clairement vers un mouvement de croissance. Hein? Parce que, et là c'est l'autre point, autour de ce que j'appelle l'homo crescens, l'homme de la croissance, se met en place tout un complexe institutionnel spécifique qui est le régime de neutralité. Hein? Je l'appelle le régime de neutralité. Le régime de neutralité qui fait sienne la logique d'accessibilité illimitée, accessibilité sans limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la modernité, le pouvoir ne doit pas exprimer et réaliser un idéal de vie particulier. La logique profonde de la modernité, hein, correspond à ça. C'est une logique idéale qui ne se réalise pas historiquement, hein, mais quand même, il est inspiré, il a un esprit, une logique profonde qui l'inspire, et qui fait que le pouvoir ne doit pas, dans l'idéal, exprimer et réaliser un idéal de vie particulier. Il doit se limiter à rendre le citoyen à même de déterminer et de mener à bien son propre projet de vie. Donc c'est un pouvoir neutre, passif, par rapport au choix des individus. Et ce régime, le régime de neutralité, se développe sous plusieurs dimensions. La dimension philosophique est celle qui correspond à l'ego cogito de René Descartes, je pense. Descartes nous dit qu'on peut nier tout dans ce monde, on peut nier l'existence du monde entier. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est l'opérateur de la négation, c'est-à-dire le sujet, l'ego. Hein? L'opérateur de la négation est indéniable. Et s'il est indéniable, c'est l'unique substance qui existe. Hein? Et donc la modernité est justifiée philosophiquement avec le discours de René Descartes. Hein? Le discours qui fait que le créateur du monde est l'individu. Hein? Et donc, tout qui nous entoure, les formes symboliques, les significations, les valeurs, sont autant d'expressions, de manifestations d'une unique essence humaine qui correspond à l'ego cogito. Hein? Ça, c'est la justification philosophique. Et puis, le régime de neutralité a des autres plans, des autres dimensions. La dimension juridique qui se traduit dans le passage, nous disait Norberto Bobbio, le philosophe politique italien, du gouvernement des hommes au gouvernement de la loi. Hein? Donc, le gouvernement n'est plus exercé par un homme en chair et eau, ou une femme en chair et eau, hein? Moins fréquemment. Hein?
on passe d'un gouvernement enchaîné dans une personne qui exprime un point de vue, et donc que peut réaliser une spécifique idée de vie. Hein. On passe de cette configuration à une configuration dans laquelle le gouvernement est assuré par la loi abstraite, on peut dire, hein, sans chair, sans visage. Hein. Une loi particulière, parce que est une loi basée sur la séparation entre le droit et la justice. Hein? Souvent on confond le droit et la justice. Le droit n'est plus appelé à réaliser une particulière idée de justice. Le droit doit simplement habiliter, hein, les individus à faire ce qu'ils veulent, hein, à accéder aux sources de valeur qui, selon l'opinion de chacun, hein, qui est sacrée, on peut dire, exprime en valeur, et donc on peut y aller contre. Donc le droit doit simplement assurer que tout le monde et chacun peut accéder aux sources de la valeur. Et donc il n'est pas appelé à réaliser une particulière idée de vie, vision de vie, idée de justice. C'est une loi complètement neutre. Sur le plan économique, le régime de neutralité correspond clairement à ce que Karl Polanyi appelait le marché autorégulateur, the self-regulating market. L'idée que l'économie marche de manière automatique et incorpore, on peut dire, la société. Au lieu que l'économie soit encastrée dans les relations sociales, un régime de marché autorégulateur, ce sont les relations sociales, hein, qui sont encastrées dans le système économique. Et cela arrive surtout à travers la marchandisation des facteurs de la production, c'est-à-dire le travail, la terre. On entend la terre la terre évoque la nature, les ressources naturelles, et l'argent. Donc c'est les facteurs de la production qui sont les bases de la production sociale deviennent des marchandises comme les autres, hein, qui peuvent être échangées librement dans le marché, et qui fait que notre société devient un sous-produit de l'économie, on peut dire. Sur le plan proprement politique, on voit une sorte de correction, on peut dire, du marché autorégulateur. En ce sens que là, pour réaliser le régime de neutralité, pour réaliser effectivement le régime de neutralité, on passe par l'extension progressive du concept de citoyenneté. La citoyenneté civile d'abord, après la citoyenneté politique, la possibilité d'élire nos représentants auprès des institutions publiques et vice-versa, d'être élus. Et enfin, et finalement, la citoyenneté sociale, qui imprime un bouleversement dans le système du régime de neutralité, parce qu'on peut dire qu'on passe d'une logique d'horizontalisme, moi j'utilise beaucoup, pas dans ce livre, dans mon livre précédent, le couple de concepts horizontalisme et verticalisme, parce que la modernité a eu ces phases différentes dans lesquelles à prévaloir dans une phase a été l'horizontalisme, c'est-à-dire le marché autorégulateur, mais il y a eu aussi des phases, notamment dans le XXe siècle, où il a prévalu la logique verticale, le verticalisme, qui s'identifie avec l'État-providence, on peut dire. Hein? Donc l'État cherche à réaliser effectivement le principe de neutralité et de passer donc de la liberté négative, qui est la liberté
de, hein, liberté par quelque chose, hein, celle qui permet, nous dit Salvatore Vecca, de désirer ce qu'il nous arrive de désirer, hein, en donnant les conditions de départ, hein, de chacun de nous. Mais là intervient l'État-providence qui dit, non, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, hein, on doit passer à la liberté positive, c'est-à-dire la liberté de faire effectivement. Donc, l'État-providence qui fournit des services, des ressources, pour faire en manière que, effectivement, chacun peut réaliser ses projets de vie, que le principe d'accessibilité illimitée soit effectivement réalisé. Et donc, avec l'état de providence, on a pu réaliser dans les pays occidentaux le principe, et là je cite Ralph Dahrendorf, de donner le maximum possible au plus grand nombre possible d'êtres humains. Ça, c'est le principe qui est de quelque manière réglé. C'est une bonne chose, hein? C'est une bonne chose. Mais quand même, ce régime de neutralité, d'accessibilité limitée, ce régime neutralité d'accessibilité illimitée, pour être plus précis, produit des effets. Et quels sont les principaux effets? Eh bien, si on reprend ces dimensions dont on a parlé, la dimension économique, politique, juridique, etc., alors on voit que, premier effet dans le marché autorégulateur, c'est, Polanyi le dit sans phrase, on peut dire, le marché autorégulateur mène à la destruction de la société. Il le dit sans nuance. Plus précisément, je cite Polanyi dans La Grande Transformation, permettre au mécanisme du marché de diriger seul le sort des êtres humains et de leur milieu naturel, et même en fait du montant et de l'utilisation du pouvoir d'achat, cela aurait pour résultat de détruire la société. En effet, en disposant de la force de travail d'un homme, le système disposerait d'ailleurs de l'entité physique, physiologique, psychologique et morale, homme, qui s'attache à cette force. La nature serait réduite à ces éléments, l'environnement naturel et les paysages souillés, les rivières polluées, la sécurité militaire compromise, le pouvoir de produire de la nourriture et des matières premières détruit. Et pour finir, l'administration du pouvoir d'achat par le marché soumettrait les entreprises commerciales à des liquidations périodiques, car l'alternance de la pénurie et de la surabondance de monnaie se révélerait aussi désastreuse pour le commerce que les inondations et les périodes de sécheresse que l'on était pour la société primitive. Et donc c'est ça. Le marché autorégulateur conduit à la destruction de la société à cause de la marchandisation des facteurs de production. Au niveau politique, qu'est-ce qu'on a? On a la réalisation de ce que j'appelle le paradoxe de Bauman, de Zygmunt Bauman, inventé par Bauman. C'est que l'augmentation de la liberté individuelle coïncide avec la réduction de la liberté collective. Cela se passe. Zygmunt Bauman, dans l'œuvre In Search of Politics, à la recherche de la politique, nous dit dans la première page que la grande liberté collective est maintenant subordonnée au veto constant, on peut dire, structurel, dérivé de la logique de la petite liberté individuelle. On n'est jamais été aussi libre que maintenant, mais au même temps, chacun de nous sait qu'il est impossible de s'attendre pour demain ou pour après-demain un changement de vaste taille. On parlait tout à l'heure
du fait que désormais la Terre va pour son compte, hein, et c'est difficile d'imaginer un changement, une transformation générée par nous, hein, et donc pourquoi ça? Parce que la grande liberté collective est substantiellement empêchée par la petite liberté individuelle. Donc la transformation du monde devient impensable. Et ça, c'est une situation très différente par rapport à le siècle dernier, hein, dans lequel on imaginait la transformation du monde. On réalisait parfois. Okay. Mais le point sur lequel j'insiste le plus, c'est le plan anthropologique. Du point de vue anthropologique, ce qu'on voit avec la société de croissance, avec le régime de neutralité, c'est l'effet ultime, c'est ce que j'appelle la stagflation anthropologique. Hein? Le terme stagflation en termes de l'économie est ce phénomène curieux, paradoxal, dans lequel on a en même temps stagnation productive et inflation, qui normalement sont deux phénomènes qui se contredisent l'un et l'autre, hein, l'un à l'autre. Et donc il y a des moments du cycle économique dans lesquels on voit une stagflation, la compression de stagnation et inflation. Ça veut dire quoi en termes anthropologiques? Je l'utilise en termes anthropologiques, que la multiplication des possibilités d'accès, hein, s'accompagne à la dévalorisation structurelle de chacun d'elles. Hein. Pourquoi? Parce que la valeur se caractérise d'abord pour son impermanence. Hein. La valeur n'est pas stable. Hein. Le philosophe qui a pu jouer sur ça, sur l'impermanence de la valeur, est Giacomo Leopardi, qui n'est pas un philosophe, c'est un poète italien, le plus grand poète italien et le plus grand, à mon avis, philosophe mondial, qui parle de l'impermanence de la valeur. Et là, je prends encore Simmel, Georg Simmel, qui nous parle de cette impermanence de la valeur de manière très lucide. Et il dit, le moment même de la jouissance, je cite, où sujet et objet annulent leur contraste, qu'on a parlé d'accessibilité, le sujet va vers l'objet, va compulser l'objet, hein, va le prendre, la source de valeur, hein, et donc ça c'est la stimulation qu'on a dans la société moderne. On va vers l'objet librement pour compulser l'objet, hein, et tirer la valeur de l'objet. Alors, nous dit Simmel, ça c'est paradoxal, mais quand sujet et objet annulent leur contraste, le sujet prend l'objet, on peut dire, consomme, pour ainsi dire, la valeur. Elle ne se reforme que dans la séparation du sujet comme quelque chose qui s'oppose à lui en tant qu'objet. Donc nous apprécions de nombreux biens comme valeur seulement lorsque nous les avons perdus. Donc ça c'est paradoxal. La valeur naît et se recrée dans la séparation de l'objet. Si ce régime-là nous dit on doit aller vers la valeur, on va vers la consommation de la valeur. Structurellement, on peut utiliser, si on veut être brutal, on peut utiliser aussi la loi de l'utilité marginale, de l'utilité marginale décroissante, hein? Par les économistes autrichiens, c'est-à-dire libérales d'ailleurs, hein, qui nous dit que la valeur, l'utilité d'un objet, hein, les doses de l'utilité d'un objet se consomment, hein, progressivement à mesure de notre consommation. Hein. La première dose d'un bien a une valeur X et la dose successive a une valeur moins X
et tout ça, jusqu'à la fin de l'utilité et à la désutilité, on peut dire. Donc, ce qui se réalise avec le régime d'accessibilité illimitée est une structurelle évaporation des valeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On produit toujours plus de nouvelles choses, parce que si la valeur va se consommer structurellement, qu'est-ce qu'on fait? On produit plus de choses, d'objets, parce qu'il faut régénérer continuellement, de manière continue, la valeur. Si l'on veut, on peut utiliser pour ça aussi le discours du capitaliste auquel se réfère Jacques Lacan. Jacques Lacan parlait du discours du capitaliste et lui parle du passage du désir à la jouissance. Le capitalisme ne pose pas des interdits. Il ne nous empêche pas d'aller vers la valeur. Tout au contraire. Le capitalisme stimule la trajectoire vers la valeur. Et donc, la psychanalyse nous dit que le désir se forme et se génère et croît à travers l'interdit, à travers l'interposition entre le sujet et l'objet du père, de la loi. Le père et la loi, avec leurs interdits, alimentent le désir. Mais nous, dans nos sociétés, nous dit Jacques Lacan, on vit dans une société, pas dans une société de désir, mais dans une société de la jouissance. Et dans la jouissance, c'est la satisfaction immédiate et sans interdit du désir. Et quand on a la jouissance, on devient incapable de désirer. Le désir se consomme. On n'est pas capable de désirer. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de dire, de rappeler, peut-on considérer le projet de décroissance comme une voie de sortie crédible par rapport à ce système, à ce régime? Et sinon, comment sortir du régime de croissance? Alors là, je pense que le projet de la décroissance reste otage de neutralisme, on peut dire. Je ne vais pas plonger au fond de ça, mais la croissance est d'abord condamnée en ce qu'elle est une menace pour la vie. Le discours décroissantiste part de là. Le point de départ, c'est toujours l'incompatibilité du régime de croissance avec la vie. Un régime, je cite Serge Latouche, un régime de croissance infinie est incompatible avec le caractère fini des ressources non renouvelables, ainsi qu'avec la rapidité de régénération de la biosphère et des ressources renouvelables. Un changement radical est une nécessité absolue pour éviter une catastrophe brutale et tragique. Donc, on peut dire que oui, Serge Latouche ne parle pas de la vie pour la vie, mais il fait référence au rétablissement des cultures et tout ça. Ça c'est vrai, mais le point de départ c'est important. Parce que si l'on part par là, alors nécessairement on va déboucher sur l'obsession de la vie pour la vie. Et donc pour récupérer de quelque manière la racine neutraliste du régime institutionnel moderne. Je pense que quand on fait, en tant que décroissantiste, référence de départ à la vie pour la vie, à sauver la vie, à sauver la planète, je pense qu'on fait résonance, on peut dire, au principe de la croissance pour la croissance. La croissance en soi qui est poursuivie par la société moderne. On peut dire que le principe de croissance pour la croissance est une paraphrasie comment dire euphorique du principe de la vie pour la vie. Si jusque-là on a pensé que pour cultiver la vie et faire la manière que tout le monde, en cultivant la vie,
puisse se rapprocher aux objets, aux sources des valeurs. Il fallait compulser le principe de croissance pour la croissance. Maintenant, il faut passer pour garantir, pour assurer la vie de manière neutre, se confier au principe de la vie pour la vie. Et ça n'est pas satisfaisant. Je pense qu'il faut penser à autre et penser autrement. Et je pense qu'une référence importante, c'est Georges Bataille. Je viens à Georges Bataille, rapidement. Bon, eh bien, je pense que Georges Bataille est un auteur qu'il faut traiter avec beaucoup de précaution, on peut dire. Mais je pense que ce qu'il appelle la théorie de l'économie générale, qui est développée dans une trilogie, La part maudite, le premier ouvrage, et puis après l'histoire de l'érotisme et finalement la souveraineté, et qui a été anticipée par l'essai de 1933, la notion de dépense. Donc c'est une œuvre de longévité, on peut dire. Je pense qu'il donne une contribution vraiment surprenante, parce que s'il est vrai que l'objectif, comme aime le répéter Serge Latouche, n'est pas la poursuite entotée, on peut dire, de la régression productive, la décroissance, c'est pas ça, mais bien sûr une société libérée du culte de l'utile, de la croissance illimitée, fin à elle-même. Alors Bataille devient une référence incontournable, je pense. Parce que dans son œuvre, on voit une des dénonciations les plus cohérentes et radicales de la thèse selon laquelle les collectivités humaines seraient fondées sur la fonction productive, servile, on peut dire. Et l'œuvre qui a donné le plus grand espace théorique à la question du sacré. Et c'est surprenant si l'on voit, j'ai vu cette lettre de Georges Bataille à Jérôme Lamdon, qui était son éditeur, le patron des éditions des Minuit. En 1947, il écrivait, en proposant à Jérôme Lamdon une nouvelle série, une nouvelle collection dans l'édition de Minuit, vouée aux études sur ces questions. Il disait: je me propose, je cite, de montrer dans une suite de travaux et d'essais, d'une part, les déformations profondes de l'équilibre général entraînées par le développement actuel de l'industrie. On est dans le 1947. D'autre part, les perspectives d'une économie non centrée sur la croissance. Dans le 1947, il cherchait de construire une société, une économie non centrée sur la croissance. Je pense que c'est le premier précurseur dans la décroissance. Ça, c'est indubitable. Et donc, le point commun, c'est le fait qu'on déclare insoutenable, inadéquat, indésirable, on peut dire, le régime bourgeois de la croissance. Ça, c'est le point commun. Mais, si on va avant, on voit que, au-delà de ces affinités, tout semble inversé dans l'œuvre de Bataille. Parce qu'il nous dit que le problème fondamental n'est pas celui de la rareté, donc une croissance infinie est incompatible avec des ressources limitées, mais pour Bataille, c'est plutôt, le problème fondamental, c'est plutôt l'abondance. C'est le fait qu'un excès d'énergie, l'énergie solaire, premièrement, pèse comme une malédiction sur les êtres vivants et menace de les anéantir et finit simplement par se dissiper de manière démente, on peut dire. Donc le problème, c'est comment gérer l'abondance, non comment gérer la rareté. On doit partir de là. Comment gérer l'abondance.
Et donc, si pour les décroissantistes, il faut condamner le régime de croissance en raison de sa voracité destructrice des ressources, pour Bataille, il faut s'en débarrasser, il faut se débarrasser du régime de croissance parce qu'il ne brûle pas assez d'énergie. Enfin, si pour les premiers, pour les décroissantistes, il est urgent d'adopter des pratiques de parcimonie, de sobriété et tout ça, pour Bataille, l'humanité doit réapprendre à dépenser, doit réapprendre à gaspiller. C'est là le pari. Alors, on cherche d'aller pas par pas. Le point de départ pour l'obsession, on peut dire, qui anime son œuvre, l'œuvre de Georges Bataille, c'est l'éclatement de la totalité. La modernité voit l'éclatement de la totalité. Et je parle de totalité, soit dans le sens de la totalité sociale, collective, mais aussi, on peut dire, la totalité entendue comme ligne de continuité entre nature et culture, entre société et nature. C'est cette totalité qui s'est perdue, qui est éclatée, et de cette totalité dérive l'hubris moderne, l'obsession pour la croissance. Alors, le pari, c'est comment réactiver, reconstruire la totalité, dans ce double sens. La collectivité d'une part et notre appartenance à la nature. Le point de départ pour, comme on l'a dit, pour Bataille, c'est l'abondance d'énergie. C'est le constat de l'abondance d'énergie. Je cite, par la part maudite, l'organisme vivant, dans la situation que déterminent les jeux de l'énergie à la surface du globe, reçoit, en principe, plus d'énergie qu'il n'est nécessaire au maintien de la vie. L'énergie, et c'est l'énergie qui vient du soleil, de la radiation solaire. Il se réfère à ça. Peut être utilisée à la croissance du système, par exemple d'un organisme. Mais si le système ne peut plus croître, ou si l'excédent ne peut en entier être absorbé dans sa croissance, il faut nécessairement le perdre sans profit, le dépenser volontiers ou non, glorieusement ou sinon de façon catastrophique. Alors, cela c'est un processus qui concerne la nature, le fonctionnement de la totalité biologique, on peut dire. Donc, tous les êtres vivants. Ça réfère à tous les êtres vivants. Mais si l'on le réfère spécifiquement à l'être humain, on peut dire que l'énergie représente pour Bataille le carburant de l'agir. C'est le carburant de l'agir. Le carburant de l'action. Et ce carburant, on peut dire que nous appelle à l'action. L'existence même de ce carburant nous mène à décider comment l'utiliser. Pour aller où? Le carburant est là et il nous dit, oui, tu peux m'utiliser pour aller où tu veux. Alors, là, Georges Bataille distingue deux moments de dimension, la dimension servile et la dimension souveraine, comme on l'a déjà anticipé. Donc, l'être humain, tous les êtres vivants, utilisent une partie très petite, très modeste, infinitésimale, on peut dire, de manière servile, c'est-à-dire pour reproduire son existence en vie, la reproduction biologique, purement biologique. Et donc, là, la volonté de l'individu ne joue aucun rôle. Et il n'y a pas lieu qu'interviennent des facultés proprement humaines, que sont la réflexion, l'élaboration d'une signification d'un sens,
ou l'adoption d'un projet politique n'est pas nécessaire. Hein. On est mu par la nature, on peut dire, dans l'usage servile. Il faut assurer sa survivance, et c'est un stimule naturel, on peut dire. Hein. Les problèmes surgissent en présence du reste de l'énergie, hein, de l'excédent d'énergie, du surplus d'énergie, de l'énergie qui excède la capacité de l'être vivant d'utiliser l'énergie pour sa survivance ou pour croître. Hein. Une fois qu'il s'est accru, il ne peut plus utiliser de nouvelle énergie. Cette énergie en excès réclame un emploi souverain, hein, c'est-à-dire émancipé de son rôle instrumental dans la reproduction du vivant. Donc la rencontre avec l'énergie libre est un moment crucial puisqu'elle met à l'épreuve, on peut dire, la spécificité même de l'être humain. Une fois satisfait les besoins naturels qu'il partage avec tous les vivants, les animaux et les végétaux. Et ce moment correspond donc au surgissement de la conscience, on peut dire, à l'apparition de l'homme en tant que tel. Quand on quitte l'état d'urgence, on peut dire, l'urgence pour la survie. Alors donc, le surplus, c'est d'énergie, entendu en ce sens, c'est une part maudite. Mais pourquoi une part maudite? Quelles sont les raisons de cette malédiction? Parce que la part maudite nous met devant la question de la liberté. Là, on est libre. La nature ne suggère rien. Nous sommes libres d'utiliser ce carburant pour faire des choses, mais la question de la liberté, c'est une fatigue. C'est une fatigue dure, disait Carmelo Ben. Il faut délibérer sur le fin pour laquelle on utilisera le carburant de l'agir. Donc en fonction d'une intentionnalité, idéale, d'un projet. Hein? Il faut inventer un projet pour utiliser cette énergie en excès. Et la question de la liberté se lie et coïncide, on peut dire, est la même chose, à la question du néant. Hein? Il n'y a pas d'indication autour de nous qui nous disent comment utiliser l'énergie. On est, ontologiquement, on peut dire, dans une condition d'absence de référence, de signification. Et en plus, cette part est maudite parce que la vue de l'excédent qui va disparaître, qui va se dissoudre, hein, fait en effet comprendre à l'homme l'infinie vanité du tout. Toute chose va disparaître, va s'évaporer, l'énergie va s'évaporer. L'infinie vanité du tout est l'expression de Giacomo Leopardi, encore. Et donc, l'économie générale, la théorie de l'économie générale de Georges Bataille nous dit et nous avertit que le destin de l'énergie est la déperdition, on peut dire. Mais cette part maudite est aussi une part bénie. Une part bénie également parce que l'excédent d'énergie est une invitation lancée, on peut dire, à notre condition d'esclave. Hein? Quand on est dans la condition servile, on peut dire. Soumis à la fois à nos besoins naturels et à notre activité productive, utile, à travers laquelle nous sacrifions le plaisir actuel à un bien-être, un bienfait ultérieur et futur. Et donc, est l'occasion pour se donner un sens, on peut dire. On le met comme ça. Alors là, intervient la dépense. La dépense, et toutes les sociétés humaines se sont souciées de mettre en place des mécanismes, des rites, des pratiques de dépense, c'est-à-dire de destruction de l'énergie non utile. Hein? L'énergie en surplus, excédent. Et ces mécanismes présentent
plusieurs niveaux de raffinement et répond à divers usages et fonctions. Je ne peux pas aller tout au fond, mais quand même, on peut individuer une fonction symbolique, par exemple. C'est-à-dire que la dépense, les rites de dépense, visent avant tout à humaniser, on peut dire, la consommation du surplus d'énergie, le soustrayant à la domination incontrôlée des processus naturels, et le remettant entre les mains de la culture et du symbolique. Donc les pratiques de dépense sont des pratiques de dramatisation, on peut dire, de symbolisation d'un fait naturel qui est insupportable, la perte de l'énergie qui va mourir. Alors on fait des funérailles, on peut dire, pour célébrer cette énergie, et en ce sens, on symbolise ce fait naturel qui est insupportable, qui nous fait voir le rien dans lequel nous sommes. Et donc, comme Marcel Mauss par exemple, vous savez, Sigmund Freud a parlé de ce mécanisme de dramatisation dans son dernier ouvrage qui est la transcription d'une conférence, La pulsion de mort, c'est-à-dire au-delà du principe de plaisir. Et donc, il nous dit quelque chose de contre-intuitif, on peut dire. Intuitif. C'est-à-dire que l'homme est animé non pas simplement de la volonté d'éviter la douleur et de rechercher le plaisir, mais il est animé par la pulsion de mort. Il va volontairement vers la mort. Eh bien, quand il analyse ce mécanisme, il parle de cet enfant qui est son neveu, probablement. Il joue avec une bobine et fait mine de perdre cette bobine. Et donc, il se désespère pour avoir perdu cette bobine. Mais il le fait volontairement, il perd volontairement la bobine. Et donc, et après, il se désespère. Pourquoi il fait ça? Parce que, de cette manière, il dramatise la perte de quoi? Quel est le fait réel? C'est la perte de sa mère. Cette chose est insupportable, alors il dramatise cette perte en perdant la bobine. De la même manière, les sociétés, nous l'a montré Marcel Mauss, font ça. Avec le potlatch, c'est quoi? C'est la destruction délibérée de biens précieux, souvent à l'auteur de la moitié des récoltes annuelles. Et donc, en faisant ça, la catastrophe qui est inscrite dans la nature reçoit un sens, est dramatisée, symbolisée. L'agissant directement, on la rend supportable. Et donc, et cela se lie aussi à des autres significations, mais on ira trop loin. Il y a des autres fonctions de la dépense, la fonction sacrificielle, qui pour Georges Bataille est à la lettre la production de choses sacrées. Le sacrifice n'est d'autre, au sens étymologique du mot, que la production de choses sacrées au travers leur destruction rituelle. Donc, à travers le sacrifice, qu'est-ce qu'on fait? On détruit l'objet, l'animal, l'homme, l'être humain. Donc, on le détruit, mais on le détruit en tant que chose utile, en tant qu'esclave de la production du service qui n'a aucun sens. Et donc, on le rend sacré. Et il nous met en communication avec une dimension qui est la dimension du sacré, où nous allons parier qu'il y a un sens. C'est ça la signification de sacré pour Durkheim, par exemple, dans les formes élémentaires de la religion. Il disait que le sacré, c'est une sorte de coffre-fort dans lequel nous, on met les significations fondamentales, on peut dire le secret du sens de la vie. Enfin, l'être humain doit se convaincre que là, autour de nous, il n'y a pas de sens. Mais
là-bas, ou là-haut, ou ailleurs, il y a le sens. Hein? Et donc là, c'est la dimension du sacré. Hein? Et donc, le sacrifice, c'est une tentative de reconstruire la totalité. La totalité a un sens. On parie qu'elle a un sens. Hein? Et c'est là la fonction sacrificielle de la dépense. Elle nous permet de soustraire les choses du monde au non-sens et de parier que on peut les envoyer dans la dimension du sacré où les choses acquièrent un sens. À travers leur destruction rituelle. Donc il y a aussi une fonction connective. Hein? On peut dire que, et ça c'est une déclination de la fonction sacrificielle, hein? Donc la dépense a pour mission, on peut dire, de rétablir les ponts avec le cœur de la nature, de permettre à l'homme de se fondre à nouveau en elle. Et par exemple, exemple de cette fonction connective, l'érotisme et la religion, ce sont deux pratiques aux antipodes, on peut dire. Hein? Mais ils ont la même fonction. Sont réunis par la même fonction. Sont en bataille l'érotisme et l'approbation de la vie jusque dans la mort. L'orgasme, c'est la petite mort, nous dit. Là, c'est encore une dramatisation de la mort, une symbolisation de la mort. À travers le geste sexuel, à travers l'orgasme, on a une petite mort. Et ça nous met en connexion avec la nature profonde. Et la religion, tout de même, avec son appareil de rites, d'interdiction, de monuments, d'œuvres consacrées à la divinité, font du surplus d'énergie le canal de communication avec le mystère de la nature. Dans le passé, on se privait de tout, mais on voit partout dans le monde, dans les villes, des grands établissements qui sont les églises, c'est la possibilité de communiquer avec le mystère de la nature. Puis après, il y a la fonction souveraine, c'est-à-dire le moment où l'être humain jouit réellement des produits de ce monde au-delà de ses besoins. Hein? La souveraineté réside en cela. Le fait qu'on peut jouir du monde au-delà des besoins, après la satisfaction des besoins. Mais cela est simplement un moment. Je ne vais pas approfondir ça. Je fais simplement une référence à une autre fonction qui est la fonction pure, de la dépense, la fonction destructrice, et qui vise à éliminer de la scène, on peut dire, réellement, concrètement, pas de manière symbolisée, la présence angoissante de l'énergie en surcroît. Donc, l'appel à être et agir. Le carburant de l'action nous dit qu'il faut agir, il faut être. Alors, cet appel à être et agir, à un certain point, n'est pas accepté par l'être humain, parce que c'est un peste trop lourd. Alors, on détruit délibérément l'énergie. Et c'est là, Freud nous dit, par rapport à l'exemple que je vous faisais de la pulsion de mort, c'est surtout Recalcati, Massimo Recalcati, qui en interprétant Freud, nous dit que la pulsion de mort a deux fonctions. D'une part, la symbolisation de la mort, de l'autre part, la mort réelle. La tentative par l'être humain de devenir chose entre les choses. Cet appel à l'action est insupportable, alors on choisit de détruire l'énergie. Et donc de devenir chose entre les choses. Freud utilisait cette expression, le calme de la matière. Il faut arriver à le calme de la matière. Alors pour résumer, je pense que la dépense vise à la reconstruction de la communauté, de la totalité, on peut dire, afin d'éviter la dispersion individualiste
vers l'évanescence de la valeur. Avec l'individualisme, vous avez la dispersion de la valeur. Ici, avec l'économie générale, Bataillard, on a une tentative d'interpréter l'effort de l'humanité à reconstruire la totalité que nous, les modernes, on a perdu. Et là, il y a aussi une stratégie de régénération de la valeur à travers la destruction rituelle de l'énergie. En détruisant l'énergie, nous, on régénère la valeur. Alors, il y a des choses importantes à retenir, je pense. Je ne sais pas comment c'est toujours les temps, parce que... Ah ben, tu peux encore parler. Oui, hein. alors oui. Je vais rapidement. Oui, prends ton temps, mais bien sûr... Qu'est-ce qu'on peut tirer de la leçon de Georges Bataille par rapport au régime de croissance? Comment bouleverser le régime de croissance et restaurer les fonctions de la dépense dans nos sociétés? Alors je pense que, je le répète, les décroissantistes, en fin de compte, ne rejettent pas vraiment la forme du régime de croissance. Ils ne font que chercher à réduire le potentiel destructeur de ce système en pariant sur un changement général des mentalités. C'est ça la recette de la simplicité volontaire, par exemple. On met en scène, ici et maintenant, une autre société faite par ceux qui partagent les mêmes valeurs, et on met en scène. Mais on n'a pas un changement systémique à travers de ça. On doit parier sur le fait que tout le monde adopte cette forme de mentalité. C'est impossible. C'est une lutte pour l'hégémonie qui ne finit jamais et qui va frapper contre le fait que le changement est urgent. Donc, alors, je pense que pour tenter une autre voie pour la dépense, il faut chercher de s'insérer dans les processus historiques concrets. Et je pense qu'il faut revenir à ce moment, je le dis trop rapidement, mais il faut faire comme ça. Après, je vous donnerai mon texte. Alors, je pense que pour faire de manière que la décroissance entre dans l'histoire maintenant, il faut revenir à ce moment, je crois, crucial dans l'histoire de la modernité, qui est le moment où nous sommes retrouvés sur le seuil de la souveraineté. Et ce moment, c'est la fin des années 60 et du début des années 80 du siècle dernier, dans lequel on a connu une sorte de paralysie sociale. On a vu le résultat de l'État-providence. Le résultat de l'État-providence fondamental, c'est qu'il a nous permis de nous affranchir du besoin, de la dimension servile. Moi, j'interprète comme ça ce passage-là. Ce passage dans lequel on a, comme vous le savez, passé du régime social-démocrate, on peut dire, au régime néolibéral. Alors, ce passage a été interprété de beaucoup de manières. Fondamentalement, a été interprété avec le fait que l'État était trop lourd, trop disciplinant, et donc le néolibéralisme a donné une nouvelle chance de liberté aux individus. Je trouve que cette interprétation, c'est complètement faux. Et je pense au contraire que nous sommes restés victimes de notre liberté. On le dit comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, avec la citoyenneté sociale, l'État-providence a permis aux citoyens occidentaux, comme en Occident, de rencontrer, de sortir de sa condition servile et de rencontrer enfin la souveraineté. Mais là, tout seul, comme individu, parce que l'État-providence
n'abandonne pas la régulation individualiste. Hein. C'est une grande machine qui nous émande des besoins, mais quand même, la structure imaginaire individualiste, ça reste. Hein. Et donc, les citoyens se sont retrouvés seuls en face de la souveraineté, et c'était un poids trop lourd. Ils ont connu la vraie paralysie sociale. On s'est mis en grève. À la fin de l'année 60, j'ai étudié cette période. On avait partout en Occident, en Italie surtout, une sorte de grève permanente. Métaphysique, on peut dire. Une grève métaphysique. Une grève pour rien, sans revendication. Là, je pense que c'est l'effet de la stagflation anthropologique. Là, on a connu vraiment la stagflation anthropologique. Et comment on a résolu ça? Quelle est la solution qui a été indiquée et réalisée? C'est la radicalisation de l'ordre servile. On est revenu à l'ordre servile à travers le néolibéralisme, à travers ce que j'appelle la précarisation mobilisante. Hein? En effet, avec le démantèlement de l'État social, on a eu une nouvelle et radicale vague d'individualisation. On a dit aux gens, oui, on ne vous assiste plus, vous faites de votre compte. Et donc, cette forme de précarisation a remobilisé les individus parce qu'il les a posés dans une condition servile. Donc on peut dire, en bouleversant l'expression de Ralph Dahrendorf que je vous disais tout à l'heure, hein, donner au plus grand nombre le maximum de ressources, on peut dire que donner le maximum possible au plus grand nombre d'êtres humains possible, le nouveau principe qui inspire le néolibéralisme, c'est d'empêcher le plus grand nombre d'acquérir quoi que ce soit. Ce dispositif de précarisation mobilisant coïncide et réunit, on peut dire, avec un autre dispositif qui est la surexcitation, on peut dire, sur la dépense privée. Hein? La dépense n'a pas disparu dans la société moderne. C'est simplement que c'est une dépense privée. Okay. Et donc, ça a toujours existé pendant la modernité, hein? La dépense privée. Mais là, avec le néolibéralisme, la dépense privée est amplifiée de manière inouïe. Et donc, on a ces deux dispositifs paradoxaux, d'une part la précarisation mobilisante, de l'autre part la dépense. Hein. À travers la précarisation, on rejette le sujet dans le servile, mais dès qu'il sort de le servile, immédiatement, il est repoussé dans la dépense privée. Hein. Et donc, le régime marche. Hein. Cette recette de précarisation mobilisante et dépenses privées. Eh bien, je pense que le projet de décroissance doit se jouer dans l'arène politique concrète, dans la grande arène politique, pas dans la simplicité volontaire, dans la grande arène politique, en proposant un autre type de régime fondé sur la protection des activantes plus la dépense collective. Donc il faut remplacer à la recette précarisation mobilisante plus dépenses privées la formule protection désactivante, hein, plus dépenses collectives. La protection désactivante, on sait comment le faire. On a déjà expérimenté. C'est le grand État-providence. Hein. Si on ne plaît pas
l'idée d'État, l'idée on s'invente quelque chose d'autre. Je parle d'institutions publiques. Hein. On peut s'inventer quoi que ce soit. Moi, avec mon copain Giacomo D'Alise, on a travaillé dans le mouvement pour l'adéquation à une résurgence de l'État à travers Antonio Gramsci, mais si l'on préfère, on peut trouver quelque chose d'autre. En effet, maintenant, nous, on a la possibilité technique, organisatrice, de faire en manière de garantir à tout le monde la survivance, la dimension servile, hein, et de le faire sans toucher un cheveu à la nature, on peut dire comme ça. Hein. On peut le faire avec une compatibilité avec la carrying capacity, la capacité portante de la planète. Donc, il faut lutter primairement pour que la société reprenne en charge la question de la survie de la planète et de la survivance des gens, mais également contribuer à le rétablissement des rituels de dépenses collectives. Et donc créer collectivement les conditions pour que chacun puisse faire l'expérience de la conscience de soi. La conscience de soi est un concept que Bataille introduit dans les dernières pages de la part maudite. Hein. Et la conscience de soi, c'est la conscience du néant. Hein. En effet, c'est la manière de résister dans la condition de néant. En effet, toute la construction théorique de Bataille, et c'est là, c'est le personnage de drôle, mais quand même, va aboutir à ça. Hein. On doit répondre à la dépense pour faire quoi? Non pour avoir une grande vie, mais pour avoir une sorte de paralysie du sujet qui est dans la conscience de soi, qui ne fait rien, qui reste là. Alors ça c'est intéressant parce que je pense qu'il faut collectivement, ce n'est pas un défi individuel, collectivement construire les conditions de la conscience de soi, c'est-à-dire accompagner les individus dans la rencontre avec le néant. Et cela se fait avec, par exemple, quelque chose de très concret, très pratique. Un cycle d'éducation publique qui ne finit jamais, par exemple. Et donc, l'éducation publique ne doit pas terminer à l'université. Non. Et je pense à une société dans laquelle l'éducation publique ne se ferme jamais. Hein? Parce qu'une éducation publique qui n'est pas vouée à la construction de rôles utiles, de fonctions utiles, mais de réflexion continuelle sur la vie, sur le sens, sur le néant. Et là, d'accord, je prends inspiration à une anthropologie de l'absence, à ce que j'appelle l'homo de cogitans, qui l'on retrouve dans les pays de la Méditerranée, dans certains recoins de la Méditerranée, mais je pense que ce n'est pas le cas de parler de cela parce qu'on va trop loin. Et je vais conclure avec les mots de Bataille, et donc je vais reprendre la lettre que Bataille avait écrite à Jérôme Landon, là où il y avait notre point de départ, hein, cette collection que Bataille proposait à Jérôme Landon. Et donc dans cette lettre, il dit à la fin, eh bien l'activité humaine, dans l'activité humaine, dans le contexte de l'activité humaine, le dilemme prend cette forme où l'on emploie la plus grande partie des ressources, c'est-à-dire le travail disponible à fabriquer de nouveaux moyens de production, et l'on a l'économie capitaliste, l'accumulation, la croissance des richesses, où l'on gaspille l'excédent sans chercher à augmenter le potentiel de production, et l'on a l'économie de fait. Dans le premier cas, la valeur humaine est fonction de la productivité. Elle se lie dans le second
aux plus belles réussites de l'art, à la poésie, au plein épanouissement de la vie humaine. Dans le premier cas, l'on ne s'occupe que du temps à venir, auquel on subordonne le temps présent. Dans le second, seul compte l'instant présent. La vie est libérée, au moins de temps à autre, et le plus possible des considérations serviles qui dominent un monde consacré à la croissance de la production. Et là, je veux souligner ce fait. Quand on parle d'écologie, normalement, on dit qu'il faut régler notre vie en rapport aux générations futures, et donc il faut vivre en fonction du futur. Là, comme on le voit, Georges Bataille nous dit que dans la société de croissance, l'on ne s'occupe que du temps à venir, auquel dans la société de croissance, donc, seul compte l'instant présent. La vie est libérée au moins de temps à autre, et le plus possible des considérations serviles. Donc, il faut apprendre à vivre l'instant présent. Je pense que si on apprend à vivre l'instant présent, on sauve aussi les générations futures. Bravo!